et bienvenue dans cette quatrième saison, puisque ça fait un an qu'on a commencé, donc il y a une saison par trimestre. Donc pour ce premier épisode de cette quatrième saison, ça fait 15 jours qu'on avait fait une pause. J'espère que vous avez passé des bonnes vacances, tranquillement chez vous. Donc aujourd'hui, on va voir deux ou trois parties. Une première partie, donc rapidement sur les actualités, voir si vous aussi vous avez des actualités à nous donner. Ensuite, on a Adrien qui va nous présenter son projet sur lequel il est en train de travailler, qui est sur quelque chose qui permet de tester les API, si j'ai bien compris. C'est ça, oui. Et puis ensuite, si on a le temps, j'aurai une petite question sur les tests unitaires, sur justement les moteurs de tests unitaires. Donc il y a le fameux moteur de Microsoft et il y en a d'autres comme XUnit, etc. Et savoir lesquels vous préférez et pourquoi. Surtout ma question, c'est pourquoi ne pas utiliser celui de Microsoft. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent plutôt XUnit que celui de Microsoft. Donc j'aimerais que vous m'éclairiez un petit peu sur ce sujet-là. Si vous avez envie de discuter des technologies .NET avec nous, eh bien venez nous rejoindre sur notre Slack, devapspodcast.slack.com, en nous envoyant votre adresse email à slack@devaps.ms. À très vite sur Slack. Concernant les actualités, je vous disais, il n'y a pas grand-chose. Il y a le Windows Terminal qui est maintenant en version 1.8. Je ne sais pas si vous l'utilisez, donc il y a une nouvelle mouture du terminal et qui permet d'avoir l'application console traditionnelle, mais également PowerShell, etc., à l'intérieur d'une même interface, avec une interface qui est relookée, qui est Fluent Design, qui est en open source. Je ne sais pas si vous l'utilisez ou vous utilisez toujours les consoles traditionnelles de Windows. Ah, moi, je n'utilise que le terminal. Hein. Mais la nouvelle mouture ? Celle avec la mise à jour, là, avec le Windows Terminal, l'appli qui est installée sur le store. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, je m'en sers depuis la dev, ça fait quasiment plus d'un an que je m'en sers, ça déchire. Ouais. Moi, j'utilisais Conemu avant. Et maintenant, j'utilise ça aussi, Windows Terminal. Moi, j'utilisais comme Emu et Commander. Ça dépendait quand j'installe un nouveau PC, auquel je pensais, mais franchement, le nouveau Windows Terminal est vraiment bien. Ouais. J'ai mis des thèmes par type d'OS. C'est propre, quoi. Ouais. Bon. Ouais, franchement, c'est... Et c'est quoi la nouvelle fonctionnalité, Richard ? Ah, je sais pas du tout. La dernière, c'est t'as une fenêtre d'options pour paramétrer. C'est vrai que c'est quand même bien pratique parce que le JSON, ça UI. Alors, je sais pas si c'est nouveau, mais j'avais vu comme quoi tu pouvais paramétrer quand tu as le focus, tu as 4 terminals par exemple, physique sur l'écran, tu cliques sur, tu prends le focus sur un terminal et tu peux lui dire de changer je sais pas, l'image de fond, quelque chose du genre quand il a le focus, qui permet de savoir sur lequel tu es en fait, sur les 4. Tu le vois sur les onglets. Pour voir. Tu le vois sur les onglets. Ouais. Et c'est moins visible. Après, ouais. Des fois je me perds un peu, ça m'arrive. Mais... Bien, dans les autres nouveautés, on a eu l'annonce par Amanda Silver que d'ici la fin de l'année, on aurait une nouvelle version de Visual Studio, donc qui s'appellera Visual Studio 2022. Parmi la grosse nouveauté, j'allais dire, qui est attendue, ça va être la version, enfin une version 64 bits. Donc qui permettra de charger des projets plus importants. Je ne sais pas si vous avez vu cette annonce. Bon, il y a une refonte des icônes, ça on s'en fout un peu. Et puis après, je pense que c'est des améliorations de ce qu'ils font un petit peu tous les jours actuellement. Je sais pas, la version 64 bits, c'est aussi quelque chose que vous attendez ou la version 32 bits, ça vous suffisait largement Il n'y a pas que ça uniquement, tu as aussi le fait que tu as beaucoup de processus qui sont plus légers à démarrer, que ce soit en 64 bits ou pas, mais en tout cas, Microsoft a vraiment réduit certains processus qui parfois étaient plus gourmands et grâce à ça, ça permet rapidement charger de certains projets. Mais surtout, le 64 bits, ça permet aussi d'éviter d'avoir une limitation pour
pour tout l'outil qui était limité à 8 gigas parce qu'il y avait une 4. Oui, il y avait un chipotage, on arrivait à 8. Ça avait monté jusqu'à 8, mais il y avait du chipotage. Et toi, ça t'arrivait d'arriver à ce niveau-là? Ah oui, j'ai un des projets. Enfin, quand j'étais tu faisais de l'Angular, quoi. Quand j'étais chez un ancien client, on avait un bloc monolithique qui avait à peu près 170 projets dans le bloc. Il fallait à peu près 40 minutes pour lancer Visual Studio. Hein. D'accord. 40 minutes. Et on avait des machines de guerre. Mais c'est quand même surprenant parce que pendant 10 ans, tu cherches un peu sur l'information 64 bits et Visual Studio, tu trouves que des réponses où on le fera jamais, ça sert à rien, etc. Et d'un seul coup, il y a cette annonce qui sort un peu de nulle part, quoi. Donc, maintenant, la suivante. Pour moi, la prochaine question qu'il va y avoir, c'est quand un Visual Studio sur ARM? Peut-être que c'est pour ça, ils ont peut-être refondu Ils ont refondu pour pouvoir changer de plateforme aussi. Qui sait? Certainement, ouais. Et après, quand ceux qui vont unifier la couche UI, tourner sur d'autres plateformes et enfin avoir un vrai sur le macOS ou. T'as Visual Studio Code qui tourne sur tous les UI et qui en plus est accessible sur le web. Ouais, mais Visual Studio Code, si tu veux te coder en C#, c'est pas ça encore. Excuse, mais c'est. Ah non, je suis d'accord avec toi. Hein. Du WinForm, WPF ou autre. C'est génial. Ouais. Autant utiliser Rider, là, qui est déjà 64 bits. Hein. Qui est déjà 64 bits. C'est écrit en Java, donc ça compte pas. Il faut un émulateur pour lancer JetBrains. C'est de plus en plus écrit en Kotlin. Hein. Rider, il était 64 bits depuis le début. Il y a déjà eu une version 32 bits au début? Non. Non. Hein. Moi, je dis ils auraient dû faire la 128 directement. Passer une étape. Oui. Quand ça 64 bits, ça va consommer plus de mémoire aussi. Hein. Bon, ça, ils peuvent pas aller plus haut que ce qu'ils sont déjà. Hein. Oh, oui. Oula, tu t'avances peut-être. Hein. Oui, c'est vrai. Bien, côté Azure, je vous avais mis sur le Slack un lien vers un site qu'ils avaient développé pour montrer, pour visiter de façon virtuelle un data center d'Azure. Bon, c'est assez drôle à visiter. Bon, vous avez réussi à y aller, vous? Le site en lui-même, ça rame trop chez moi. Le site en lui-même n'est pas terrible du tout. Hein. Ouais, c'est ça. Dans le concept, dans l'idée, c'est bien. Mais dans la pratique. La réalisation, je ne sais pas à qui ils l'ont fourni, parce que je pense qu'ils ne l'ont pas fait en interne. Et de plus, ils ont mis du jQuery quand même derrière. Oui, il y a du jQuery à l'intérieur. C'est pas 64 bits, je veux dire. En tous les cas, ils ont annoncé qu'ils allaient installer, créer plutôt 50 à 100 nouveaux Azure Data Center par an. Donc, ce qui est assez énorme. Et surtout, je crois qu'ils vont ouvrir ça dans 32 nouveaux pays. Donc, le nombre de data centers va augmenter de façon assez faramineuse dans les années qui viennent. Quoi. Et je crois qu'ils ont dit aussi que maintenant, toutes les régions auraient directement des availability zones. Je crois, il y avait une annonce comme ça aussi. Ce qui fait qu'ils n'ouvriront plus de régions sans availability zone. D'accord. Il n'y a pas le mot déjà, qu'est-ce que c'est? C'est d'avoir au moins 3 data centers géographiquement séparés dans une d'accord. région. Comment ils vont faire en Belgique? Ils allaient arriver en Belgique, mais c'est dire quoi? Qu'ils vont mettre à chaque frontière un data center? Au Luxembourg, ça va être dur. Un chez toi, Adrien, un chez moi, et puis il faudra trouver une troisième personne. Ouais. On ne sait pas. Ensuite, c'est de retrouver la news. Si vous faites du DirectX, ils ont annoncé le SDK qui s'appelle le DirectX 12 Agility SDK, qui a surtout une grosse nouveauté, il n'y a pas besoin d'avoir un update de l'OS pour pouvoir utiliser les différentes versions de DirectX. Donc, c'est surtout ça. Alors, pour ceux qui font du développement uniquement en C#, c'est pas tellement intéressant puisque tout ce qui est développement DirectX avec C#, ça devient un petit peu difficile. Avant, je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait le projet Xena
qui a disparu, mais le projet Xena c'est assez vieux. Je crois qu'il y avait un projet open source, je ne sais plus comment il s'appelait Mono quelque chose, qui permettait aussi de faire du DirectX avec du C#, mais aussi il n'y avait qu'un seul développeur qui le développait, et donc il avait annoncé au bout d'un moment qu'il jetait l'éponge parce qu'il avait d'autres chats à fouetter et qu'il ne pouvait pas maintenir ça tout seul, quoi. Donc c'est surtout pour les développeurs C++. Ensuite, Michel, je ne sais pas si tu as vu, il y a la version 0.15 de Terraform qui est parue. Et la 3.0 de Pulumi aussi, avec le provider natif. D'accord. Ce qui fait qu'il est directement mappé sur le SDK. Ce qui fait que maintenant, à 24 heures près, je crois, un truc comme ça, on a toutes les nouveautés de leur API, de l'API Azure qui est dans le SDK de Pulumi. Donc il n'y a pas d'écart comme Terraform. Ouais. Pour ceux qui ne connaissaient pas Terraform ou Pulumi, il y a Michel qui nous a fait une intervention lors d'un des meet-up pour nous présenter ça. Moi, ce qui m'amuse, c'est la version 0.15. Pourquoi ils utilisent ces versions-là? Ils disent que c'est la dernière, hein, la prochaine, ce sera la 1.0. Ouais, voilà. Donc, bon. Et un truc qu'ils ont fait aussi, c'est la seule fois qu'ils l'ont fait, ils ont backporté la compatibilité des states par les versions précédentes, parce qu'on avait des fois des soucis quand on était en 0.13 et qu'on voulait lire un state en 0.14 parce qu'on n'avait pas les mêmes mises à jour en local de version de Terraform. Donc maintenant, ils ont figé le state, ce qui fait qu'ils vont avoir une compatibilité avec la 1.0 qui va sortir. Donc ça, c'est aussi cool, ça nous simplifie la vie sur les projets. J'ai vu que chez Pulumi, il y avait aussi un utilitaire qui permettait de faire de l'import de projets Terraform. Mais ça, je pense que ça existe depuis un moment. Ouais, ils l'ont fait depuis le début. Surtout que jusqu'à présent, avant le SDK natif, ils consommaient directement les states Terraform, les API Terraform. Donc, d'accord. Ils pouvaient se permettre parce que c'était le même API. La même chose, ouais. Ensuite, on va pouvoir dire adieu à .NET 4.6.1 et les versions inférieures, puisque on a le fin du support qui est pour juin, je crois. Non, l'année prochaine. Non, avril 2022, voilà. Avril Oui, 2022. 26 avril 2022. Ouais. Il y a toujours les possibilités d'utiliser les versions 4.7 et 4.8 qui, elles, seront supportées. Mais pour tout ce qui est projet en 4.6.1, il va falloir songer à migrer à une version supérieure, au moins en 4.6, ou alors de passer en .NET Core, enfin .NET 5, .NET 6, pour pouvoir avoir... Alors, je ne sais pas si vous avez des projets encore en 4.6.1. Est-ce que c'est une grande difficulté d'avoir... moi, je me posais la question, parce que si tu es en 4.6, logiquement, c'est juste une recompile pour repasser en 4.7 ou 4.8, non? 4.7, oui. Il ne doit pas y avoir beaucoup de problèmes. Hein. Non, en 4.7, 4.8, il n'y a pas beaucoup de problèmes. Mais bon, on peut se dire que... il n'y a pas de date de fin de support pour 4.7, 4.8. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'à terme, dans les 5-6 ans qui vont venir, il faudra passer en version core, quoi. Mais ces versions-là de support, elles seront calées sur les supports des OS, je crois. C'est ça, oui. Parce que comme elles sortent avec, elles sont calées sur le support de l'OS. Il serait correct parce que tu as encore des projets là, que tu télécharges, et puis c'est des trucs qui datent de Mathusalem, quoi. Ouais. Et ça fonctionne toujours. Ouais. Oui, ça fonctionne toujours. Sauf que moi, par exemple, j'ai un projet où il y avait une DLL extérieure qui était utilisée avec une vieille version du framework. Et le gars, il est mort. Je sais pas s'il est mort. En tous les cas, le projet, il n'existe plus. Il y a un bug et on est dans la merde, quoi. Spy. .peak. Ouais, sauf qu'il est bien offusqué, quoi. Donc, private void A qui appelle C, etc. C'est un peu compliqué, quoi. Concernant justement des compatibilités que ça marche toujours, je trouve ça formidable. Pardon ? Je comprends pas encore qu'il y a des compatibilités, même dans .NET 5, où tu utilises des librairies qui sont compatibles 4.6, enfin qui sont au plus haut 4.6, et que ça fonctionne parfois bien, malgré que Visual Studio te fait des « Oh putain, tu vas mourir ». Mais non, en fait. Non, je trouve ça formidable. Ouais.
Donc hier, il y a eu les annonces des derniers résultats du dernier trimestre de Microsoft. Donc je vous rassure, Microsoft se porte bien, avec un chiffre d'affaires de plus 19%, 41,7 milliards. Donc pour le trimestre, hein, c'est phénoménal. Et résultat net de 15,5 milliards, plus 44%. Donc, il a dit que Visual Studio 2022 serait en gratuit, c'est ça? Ah bon? Oui, non? Ah non, je crois pas, non. Si son budget va bien et tout. Non, voilà. alors. C'est Christophe, c'est Richard qui nous les offre à tout le monde? Oui, voilà, oui. Alors, Ouais, ceci dit, ils viennent crouler en bourse, Microsoft. Ouais, c'est un truc de fou. Mais quand je dis crouler, hier, il a chuté de manière monstrueuse. Il a, perdu, il a perdu $10, c'est quand même beaucoup. Quoi. Il y a une ligne droite, si tu veux. Il a perdu 8%. Et pour quelle raison, c'est? Non, alors... Sous-estimation des analystes. Ou une surestimation des analystes. Oui, alors ça, c'est... En fait, c'est même pas leur faute, quoi. Ouais, c'est ça. Non, c'est... Ou merde. Ah merde, je pensais que ça aurait foiré. Bah non, c'est pas Apple, parce que si vous regardez Apple, putain, c'est triste. Non, au niveau action. Ça peut être ça, ou alors ça peut être juste une prise de bénéfice de la part des investisseurs, tout bêtement. Bénéfice, pourtant, j'ai pas reçu de stock option. Ouais, mais... Alors, il faut savoir que sur les 15 milliards 5 de résultats nets, il y en a quand même 10 milliards qui sont reversés aux différents actionnaires. Voilà. Donc, ils n'ont que 5 milliards pour eux. Ah merde. Hein, ce qui est important surtout, c'est de voir la diversité des revenus avec une proportion 30-30-30 entre tout ce qui est cloud, entre tout ce qui est personal computing comme Surface, Xbox, Bing, et tout ce qui est le dernier, c'est Office. Oui. Voilà. Donc il y a une répartition entre les trois, c'est pas monolithique comme... Ouais, c'est ça. Par rapport à Apple, il y a des études, des articles qui parlent de ça, et c'est vrai que, bon, après, Apple se porte très bien, évidemment, même largement dessus, mais non, hein, en bourse. Enfin, au niveau répartition, à choisir, je préfère avoir une société, effectivement, qui est sur plusieurs types de marchés, plutôt qu'une seule. Si eux, ils ont un problème avec l'iPhone, et que l'année prochaine, on leur dit que l'iPhone, ça marche plus, ben, ils sont morts, quoi. Ouais, imagine si en plus Microsoft avait réussi à vendre des consoles de jeux cette année. S'ils avaient sorti une console de jeu, imaginez, ça aurait fait des trucs de ouf. Non, mais ils en ont sorti une récemment, c'est juste dommage la disponibilité. Non, ils ont juste dit qu'elle était là, mais ils l'ont pas fabriquée. Il y a très peu de gens qui l'ont eu, c'est ça. Ensuite, Windows 10 se porte bien puisqu'il y a 1,3 milliard de devices qui sont sous Windows 10. Donc, à titre de comparaison, il y a 100 millions de Mac. En revanche, si on considère les iPhones, il y en a 900 millions, donc on est à peu près au même niveau. Et Android, on a 2,5 milliards. Donc, alors il y a une chose que j'ai du mal à comprendre, c'est que on nous dit qu'il y a presque 1 milliard d'utilisateurs d'iPhone et 2,5 milliards d'Android, et pourtant la part de marché d'Android est aux alentours des 70 à 80%. Donc, je ne sais pas comment ils font leurs différents calculs, ou alors il y a quelque chose que j'ai pas compris. Il y a beaucoup de IoT qui sont sur Android. Il y a les télés aussi. Ouais. Beaucoup de devices IoT comme les TV, comme les réfrigérateurs qui sont sur cet OS. Donc par rapport à ça, ils prennent de la part de marché plus facilement. Ouais. Oui, d'accord. Enfin, quand on dit qu'ils ont 70%, alors qu'il y en a un qui a 1 million, presque 1 milliard, et l'autre à 2,5 milliards, pour moi, ça fait pas du 80%, quoi. Ça fait pas du 80-20. Tu vois ce que je veux dire? Ça dépend qui compte, hein. Ça dépend qui fait les chiffres. Bon, c'est pas grave. Concernant les conférences, les enregistrements pour la build qui sont ouverts. Donc vous pouvez aller sur mybuild.microsoft.com pour vous inscrire. C'est le 25-27 mai prochain. C'est gratuit, hein, parce que contrairement aux années précédentes où quand on voulait aller se rendre sur place, ça coûtait un bras. Là, c'est gratuit, ce sera tout en online. Donc, je ne sais pas ce qu'on va avoir, sans doute du Windows 10X,
certainement du Visual Studio 2022. Après, je ne sais pas sur quel point ils vont pousser leur accent, qu'est-ce qui va être mis en avant véritablement sur cette conférence. Je ne sais pas ce que vous en pensez, s'il y a quelque chose que vous attendez de spécial ou pas. Ouais, depuis que c'est tout en ligne, j'ai du mal à voir les grosses différences entre toutes les confs. Ouais. Ouais, c'est surtout que derrière, si je prends uniquement la build, c'est beaucoup de. Si c'est pour la partie développement, tout est en open source aujourd'hui, donc il y a beaucoup de choses qui sont déjà rendues publiques bien avant qu'on ouvre la build. Après, qu'est-ce qu'on peut attendre? C'est plutôt des nouvelles fonctionnalités sur Azure ou en tout cas des mises à jour de certains produits sur Azure. Ouais, mais ça, dans Ignite, on a déjà eu des trucs. Donc... Oui. Et ici, on va peut-être avoir plus de nouveaux trucs, produits, mais liés au développement. Il y aura peut-être des choses qui ne sont pas en open source, dont on n'a pas écho, j'en sais rien. La build, ils montrent toujours un peu de tout. Hein. Tu vas avoir un peu de Windows, un peu d'Office, un peu de Teams et les réunions au niveau pro, beaucoup d'intelligence artificielle. Je dirais, ça va être ça, une panel de trucs professionnels, quoi. Et de l'HoloLens, Ignite, ils ont fait comme Ignite. Hein. Je crois qu'ils avaient fait une bonne demi-heure sur la keynote. Alors même en présentiel, tu vois, maintenant je vais te dire, que ce soit en online ou en présentiel, toutes les events comme ça, pour moi, c'est quasiment toujours les mêmes. Donc... Ouais, mais ici, c'est vrai qu'en virtuel, il y en a quand même beaucoup, quoi. C'est beaucoup plus facile pour tout le monde de les organiser, et donc on en a souvent. Ouais. Ensuite, c'est la semaine, c'est pas la semaine prochaine, c'est quand est-ce que c'est? On a le Azure Open Source Week, donc qui a lieu du 17 au 21 mai. Là, je vous ai mis le lien pour l'enregistrement, donc qui est une série de conférences et de formations bien sûr sur Azure, sur Azure, non, qu'est-ce que je raconte, sur l'open source. Donc, vous pouvez vous enregistrer, c'est gratuit aussi, et ce sera donc fin mai. Et je vais vous mettre un truc. Ils ont perdu le designer pour la page, parce que je sais pas, les logos, le mec il sait faire un cercle, un carré. Si vous ouvrez la page du site, vous allez comprendre. Je sais pas, moi j'ai l'impression qu'ils ont perdu le designer. Je vous mets dans la conversation un lien vers un GitHub où il y a plein de conférences qui sont renseignées. Ah ouais. Tu veux me mettre au chômage, quoi? Non, mais c'est... Non, ça... Et le 5 et 6 mai, il y a le Ability Summit 2001 Microsoft aussi. Le connaissez pas. Bon. Sinon, au niveau .NET, il y a cette plateforme qui est assez sympa qui s'appelle Discover.net et qui... c'est un projet open source à la base et qui permet de recentraliser pas mal de projets assez sympas. T'as vu, Christophe, le 17, il y a le Blazor-D dans la liste. C'est moi qui l'ai mis. Oh. T'as droit à une place gratuite. C'est moi qui l'ai rajouté. Je rigole pas, regardez, il y a une paire dessus. Et enfin, le dernier point, je crois, que je voulais aborder, c'est notre ami François Tonic qui nous a sorti un nouveau livre, qui est plutôt un magazine, qui s'appelle Inside C#, donc, qui est un magazine broché qui vient juste de paraître là en semaine dernière, et donc où il y a une série d'articles sur .NET avec différents intervenants comme John Thiriet qu'on a eu ici, comme Christophe Nassar qui nous parle des analyses des appels asynchrones, quoi de neuf sur C#9, etc. Donc c'est un petit magazine à 4,99 € sur Amazon. Moi, je l'ai commandé, je vais le recevoir demain, normalement. Et donc, je vous dirai la semaine prochaine ce que j'en pense. Est-ce que ça ressemble pas à son magazine programmé classique? Je sais pas. Il essaye de se diversifier, peut-être. Et là, c'est que sur .NET. Hein. C'est que sur C#. Ouais. Clean Code avec ReSharper, mais c'est un truc de fainéance. Vous aimez DevApps? Alors venez nous soutenir en vous rendant sur tipeee.com/devaps et laissez-nous un petit tip. Merci d'avance pour votre participation. tipeee.com/devaps.
Bon, tiens, bah, puisque tu rigoles, on va rigoler maintenant de ce que tu fais. Donc, Adrien, tu vas nous parler de ton projet. Ouais. Alors, je suis forcé par Christophe Peunier d'être là. Merci, Tos. Ouais, ça me fait J'ai plaisir. apprécié. En fait, comme toi, tu es gratuit. C'était ça aussi. Je vais te faire payer mes prestations, tu vas voir. Exact. Alors, donc, je vais faire vite reprendre la page. Je l'ai mis où? Ici. Alors, j'ai pas fait de slide, je vais juste vous présenter le projet. Il est venu d'un besoin qui était chez un de mes clients, de pouvoir tester une API post-déploiement. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a mis le CI/CD en route, ben, on a toujours la problématique de pouvoir runner des tests pour savoir si l'application fonctionne correctement et en tout cas de ne pas le faire de façon manuelle. Donc, ben, on a eu plusieurs discussions et l'une des discussions, c'était est-ce qu'on utilise des tests classiques tout en sachant que les tests classiques, ben, à chaque fois qu'on écrit un test, ben, il faut le développer, il faut écrire ça en C#. Parfois, ça peut être un peu embêtant et surtout que, dépendant de l'environnement dans lequel on est, qu'on soit sur un environnement comme acceptance, pré-prod ou prod, ben, à chaque fois, les données ne sont pas les mêmes. Et quand on est par exemple dans un environnement comme la prod, ben, c'est toujours un peu plus risqué de jouer avec des données ou en tout cas de commencer à regarder si les données sont cohérentes. On est parti sur le prédicat que notre base de données fonctionne correctement, les données qui sont retournées sont correctes. Ce qu'on va plus s'intéresser, c'est au contrat qu'il y en a derrière. Et donc, ah oui, j'ai oublié, j'ai une petite casquette. Ah si, je fais comme Denis. Et donc, qu'est-ce qu'on a trouvé comme solution? C'est qu'on s'est dit, on va développer quelque chose qui nous permet d'écrire nos tests, mais on va rester agnostique par rapport au langage de programmation. Alors, comment est-ce qu'on a réfléchi à ça? On s'est dit simplement, qu'est-ce qui est commun un petit peu? Ce serait d'injecter des fichiers. Alors, des fichiers, tout le monde peut lire des fichiers. On s'est dit, on va créer des scénarios qui vont se trouver dans un dossier scénario, qui vont être dans un format JSON. Et donc, l'idée derrière, ce serait de créer une panoplie de scénarios inimaginables et on va appeler ces API et on va lui dire ce qu'on s'attend à avoir comme réponse. Et donc, dans l'idée, c'est qu'on va avoir des différentes steps. Donc, dans un scénario, on va avoir différentes steps, toutes les steps qu'on veut avoir par rapport au test name au scénario qu'on voudrait jouer. Et sur base de ces steps, on va réaliser des demandes pour récupérer des informations. Et donc, c'est pour ça que, par exemple, ici, j'utilise le Pet Store que tout le monde connaît quand on est sur Swagger.io. Quand on utilise Swagger, je vais appeler le Pet Store pour lui demander d'avoir, donc là, faire quoi? Un get, d'avoir tous les statuts qui sont available. Ça, c'est la requête en soi, c'est la partie liée à ma requête. Et au final, je vais faire quoi? Je vais m'attendre à un résultat. Donc, la réponse attendue, ça va être un résultat code de type 200. Je vais m'attendre à ce que le résultat soit bon. Et sur base de ça, je vais avoir un format de résultat attendu. Donc, ici, on est sur du JSON classique. Je vais avoir un array avec dedans un objet qui va contenir un ID de type number, un nom, un name de type string, mais avec le point d'interrogation, c'est une nomenclature que j'ai mis en place, qui est optionnel, et un statut qui est mandatory. En soi, c'est tout simple, c'est tout bête, mais l'idée, c'est surtout dans les projets, au fur et à mesure, donc là, je vais prendre un autre projet dans lequel on est en train d'intégrer ça, c'est de pouvoir rajouter des différentes steps. Et dans les steps, qu'est-ce qu'on va avoir? Bien souvent, on a l'authentification. Donc, dans l'authentification, on va créer la requête. Et ce qui va nous intéresser, puisque ça retourne un token JWT dans ce cadre-ci, c'est de récupérer le token et de l'injecter dans les requêtes suivantes pour dire qu'on est authentifié. Mais ici, la première partie, ça va être l'authentification. On va déjà tester que l'authentification fonctionne. Et en parallèle, on va aller chercher le contenu qu'on va venir injecter, par exemple, ici dans Leader. Je vais me baser ici sur l'ID qui est mis au niveau de la première step et je vais récupérer le résultat de l'objet qui en revient. Même chose pour la partie Access Token et je vais pouvoir réaliser, ici c'est une timesheet last detail, je vais pouvoir réaliser un timesheet last detail et récupérer la réponse avec un expected content result qui est dans ce cadre-ci un objet qui contient des détails et ces détails contiennent une série d'informations. En soi, c'est comme ça que le framework que j'ai mis en place fonctionne.
Et pour l'intégration, c'est super simple. C'est un package Nugget qui existe, qui est disponible sur nugget.org. En tout cas, pour le moment, c'est une version d'essai parce que le travail est en cours. Et pour utiliser ce framework, entre guillemets, j'ai juste à créer une méthode, une test class avec une test méthode qui est en MS Test. Et je vais venir lui dire, j'ai besoin de rajouter un décorateur qui est ici request file test data, et de venir me dire que les scénarios vont être joués, ils vont être assert de façon async. Ça, c'est la base. C'est aussi des tests écrits en code avec du... En fait, ici, j'ai pas été encore plus loin parce je suis dans une version où c'est vraiment la base, mais ça pourrait être effectivement une piste. Ce serait de se dire que dans les scénarios, j'ai un moment un break time pour faire du code, pour jouer du code. Ouais, surtout sur la partie authentification, en fait, c'est super relou à décrire. C'est mieux de l'avoir en code. C'est ça. Oui, en fait, soit je me suis dit ça, ou alors je m'étais dit dans la roadmap, je sais pas si je l'avais mis. Oui, c'est ça. Au niveau des improvements, ce serait de pouvoir faire de l'include d'une step par rapport à un autre document. Et donc d'avoir une bibliothèque, par exemple, tu vois je reprends celui-ci, Transurb. La partie authentification, elle serait extraite dans un autre dossier de scénario qui serait juste de pouvoir rajouter ça, et on ferait potentiellement un include, ou peu importe la syntaxe, qui irait lire ce document pour l'injecter directement. Okay. En tout cas, c'est comme ça que je le voyais, mais effectivement, c'est pas une mauvaise idée aussi de pouvoir taper du code en parallèle. C'est un projet que j'ai mis en open source parce que je me suis dit pourquoi pas essayer un petit projet comme ça. J'ai quelques limitations au niveau de MS Test qui me posent quelques soucis. Par exemple, MS Test a du mal à jouer avec les... Ah mince, pas la concurrence, mais de faire des multitests en parallèle. Il faut que je vérifie la configuration pour pouvoir l'injecter de façon plus native. Ouais. Sinon, tu utilisais XUnit, hein, tu es sûr qu'il lance chaque classe par test. J'aurais aimé, mais le problème, c'est que en fait, j'ai trouvé des limitations de XUnit par rapport à VS Test. Et là, c'est un peu plus dedans. Alors, on est un peu plus dans la technique, mais en fait, en soi, ce que je fais au niveau de l'attribut, c'est pour d'aller rechercher tous les fichiers scénarios qui sont dedans. Le problème, c'est que XUnit, de façon native, ne te permet pas de faire ça. Tu n'as pas d'attribut qui te permet de faire de l'injection. Tu pourrais le faire, mais pas pour aller chercher des fichiers à l'extérieur. C'est une des limitations que j'avais. Et en plus de ça, tu ne peux pas personnaliser le name de tes tests. Ce sera dans XUnit, ça te permet juste d'avoir les informations de tes paramètres et ça s'arrête là. Alors qu'ici, avec MS Test, si je run l'application, je reviens ici. Si je run les tests, qu'est-ce que je vais avoir ? Je vais avoir dans les tests des informations un peu plus cohérentes. Donc ici, j'ai plusieurs tests que j'ai runné de façon un gros duplicate à chaque fois, mais ça me permet d'avoir un nom qui est cohérent avec la catégorie en plus. Ce qui n'est pas possible avec XUnit. Donc voilà. Juste deux petites questions. Dis-moi. Une idée, là on parlait de code, une idée, ça serait aussi d'avoir un source générateur qui prend ton JSON et qui génère ton code de ton test, ça serait sympa. Si déjà tu as le code aussi. Et en fait, qu'est-ce qui t'a fait partir sur l'implémentation d'un framework from scratch pour faire ce genre de choses? Tu n'as pas trouvé de trucs qui existaient, qui rentraient dans tes besoins j'ai plusieurs missions, j'ai eu pas mal de missions qui sont dans le style où on me dit, écoute, au niveau des déploiements, comment est-ce qu'on fait pour générer mais avoir des tests qui soient runnés après? Et je leur ai dit, moi, l'une des parties qui est possible, c'est d'utiliser, par exemple, d'utiliser simplement un test classique, d'écrire du code C# et de commencer à faire ça en C#, ou alors d'utiliser, si on veut avoir un code un peu plus métier, c'est utiliser Selenium. Selenium ou Specflow, je ne sais plus. Specflow, pardon. Ouais. Et là, on a du code un petit peu plus lisible. Ouais. L'autre partie, c'est que derrière le projet qui est ici, Transurb, ici, je ne vous ai pas mis la branche master, mais il y a des testeurs. Et les testeurs ne sont pas des développeurs .NET. Et eux, quand on leur a présenté ça, en leur disant, voilà, vous décrivez les tests avec une syntaxe, avec une structure particulière, et après, ce n'est pas vous qui êtes en charge de tourner les tests, c'est automatiquement grâce au petit framework qui est mis en place ici. Eux étaient super contents parce que ça ne leur demande pas plus d'apprendre un nouveau langage, mais juste d'apprendre une syntaxe dans un type de document ou de fichier qu'ils ont.
Ah, mais donc tu n'as trouvé aucun outil qui avait ces capacités-là d'écrire un fichier JSON ou texte ou quelque chose comme ça Non. accessible. Ok. J'ai malheureusement pas trouvé ça. J'ai recherché, mais j'ai pas trouvé. Et ici, au final, il m'a fallu peut-être quoi, 1 heure et demie pour faire ça. Le seul truc, c'est que de façon optimiste, j'étais parti sur le nouveau truc au niveau JSON, le truc de Microsoft, mais le JSON.text. Mais je suis arrivé rapidement à des limitations parce qu'on ne peut pas parcourir aussi facilement qu'on veut des fichiers, du contenu JSON. Donc, je suis parti sur la partie Newtonsoft. Et lui, il y a des objets qui sont super bien, qui sont les JTokens, les JObjects. Et au final, et au final ça me permet d'avoir vraiment une lisibilité facile au niveau du découplage pour pouvoir faire les asserts au final. Parce que en soi, ce que je viens faire ici, c'est que je viens apprendre chaque propriété, ou en tout cas, même s'il y a des propriétés dans des propriétés, des propriétés dans des objets, dans des arrays, etc., mais j'ai une récursivité qui me permet clairement de pouvoir avoir des objets de plusieurs niveaux. Par contre, ce que je ne supporte pas aujourd'hui et que le JSON lui supporte, c'est je pourrais avoir un objet, un tableau d'objets avec plusieurs types d'objets différents. Moi, je ne le supporte pas encore aujourd'hui parce que je n'ai pas encore le besoin, mais c'est un truc que je dois aussi envisager comme piste. Donc voilà. On est plus dans du Newtonsoft, avec Newtonsoft pour pouvoir arriver à faire ça. Je trouvais ça facile à mettre en place. Maintenant, c'est vrai que ça demande pas mal de finalités pour faire évoluer le produit, et les idées que vous en avez ici sont assez intéressantes. Donc, generate code from JSON. Et sinon, ils peuvent le faire. Hein. Tu as mis ça sur GitHub, te fais pas chier, quoi. Ouais. Non, mais. Exactement. Bah oui, non, mais. Non, mais si, je fais ça dans les improvements. Donc voilà, ça, c'est un peu l'idée du projet, c'était de pouvoir permettre d'avoir un langage qui soit commun entre eux. Comme je vous dis, l'un des problèmes, et je trouve que c'est potentiellement un problème de performance, c'est qu'étant donné qu'MSTest ne permet pas de jouer en parallèle, ça peut vite rentrer dans des tests scénarios qui vont prendre plus de temps. Ici, 29 secondes, c'est pour jouer 17 tests. Pourquoi tu dis qu'on ne peut pas les faire en parallèle? Parce que quand tu coches l'option, il refuse? Non, parce qu'en fait, quand tu utilises les data attributes, donc si je prends ici celui-ci, c'est test data source, c'est lui qui t'empêche de le faire. Tu disais? Parce que tu n'as qu'une seule test classe et il est capable de paralléliser qu'au niveau de la classe. Enfin, de différentes classes. Même si on coche l'option pour le faire, il ne va pas le faire. Ouais. Et NUnit a une possibilité de faire ça. Alors, je ne sais pas après comment le runner gère ça. Mais NUnit, tu peux lui dire de runner en parallèle des méthodes de la même classe. Ouais. Mais c'est parce que NUnit est de moins en moins utilisé au sein des frameworks. Et ce que je voulais garder, c'est que MSTest, c'est celui de base. Et donc, par rapport à ça, c'était plus facile pour les gens de démarrer un nouveau projet MSTest et de rajouter ça. L'une des questions que je me posais, c'était éventuellement de créer... Parce qu'ici, j'utilise MSTest comme runner. Mais étant donné que le code, je l'ai, je me suis dit à un moment ou l'autre que je viendrais peut-être à créer un exécutable que je mettrai post-déploiement et qui viendra à lire directement les contenus de façon et les paralléliser. Et pourquoi pas avoir différents supports de différents tools? Le tool Visual Studio Test Tool, là, mais d'autres test tools. Parce qu'à la fin, finalement, tu n'as pas besoin de grand chose. Le plus gros du truc, c'est ton parsing de ton JSON et le code qui exécute ça. Ce que tu plugs dans ton outil de test, il n'y a pas beaucoup de code, donc ça serait possible de le plugger dans d'autres tools. C'est ça. Oui, c'est ça. Ici, j'étais parti réellement sur MSTest, mais comme tu dis, on pourrait le mettre dans d'autres tools et d'avoir ça facilement dans d'autres tools. Mais le projet est open source. Moi, si vous êtes intéressé de contribuer, donner des idées, il y a ce qu'il faut au niveau des... J'ai laissé le project à ouvert, donc si jamais vous avez des questions ou autres, issues, c'est avec plaisir que j'y répondrai. Et éventuellement, si vous voulez participer avec moi, ce sera avec plaisir. Surtout qu'on a eu un bel épisode avec David Catu récemment. Enfin. Et j'ai exploré, je vois ici qu'Antoine avait mis un truc avec Postman. J'ai exploré Postman. Une des décisions pourquoi ne pas aller vers Postman, c'est qu'il faut l'installer sur les serveurs et qu'on est dépendant de l'outil. Donc voilà. Super intéressant. Ok. Est-ce que vous avez été mettre des étoiles à son projet?
Oui, moi je l'ai fait. Bon, bah, La deuxième étoile, c'est moi. Voilà. J'ai trouvé un autre projet qui fait des tests d'API REST un peu à la Postman. Attends, je vous mets dedans. Ouais, J'ai pas eu le temps de tester encore. Il Il a l'air d'être en .NET. y en a, il y a comment ça s'appelle? Il y a une extension pour Visual Studio Code qui s'appelle Thunder, je sais plus quoi. Ouais. Et qui est donc le développeur se cache pas en disant qu'il pompe intégralement les idées qu'il y a dans Postman, puisqu'on a aussi la notion de collection, etc. quoi. Donc, Mais le problème, c'était de pouvoir les runner de façon asynchrone après les déploiements de façon automatisée. L'idée, c'était clairement, quand on fait du CI/CD, quand on est dans la partie CD, une fois que c'est déployé, de pouvoir exécuter ça et de récupérer le TRX pour afficher les résultats à la volée. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, Postman ne permet pas de récupérer un TRX. L'outil là, je ne sais pas si c'est le cas. Et l'idée, c'est surtout que si le déploiement, les tests sont runnés après déploiement et que le déploiement fail, enfin les tests fail, il faut faire un rollback et donc ça me permet d'avoir un feedback rapide. C'est quoi les TRX? TRX, c'est les résultats de build, les résultats de test de Microsoft. C'est le format XML. Mais au pire, tu les sors en JUnit. Hein. Je pense que Newman, il le fait. Hein. Ah, ça m'intéresse alors. Attends, Parce qu'après, en JUnit, tu peux les exporter parce qu'il le prend par la CI le prend. Ouais, tu as un reporter JSON export. Pardon, JUnit export. Donc, je pense que tu peux les sortir en format JUnit et après, tu les importes de cette façon parce que je crois que par défaut, Azure DevOps, il prend en compte le format JUnit parce qu'il y a plein d'outils qui le prennent. Ouais. C'est souvent une porte de sortie élégante. Je vais explorer cette partie-là. Au pire, si dans 2 jours, vous voyez plus que le projet a disparu, c'est que Newman c'est suffisant. Ça, s'il faut retirer l'étoile du GitHub, tu nous le dis, quoi. Donc voilà. Merci en tout cas de vos idées. Ok, bon, bah, super. Ouais, c'est intéressant. Dernière petite question. Donc, moi, justement, on a parlé de tests unitaires. Donc, moi, dans mes tests unitaires, j'utilise le framework de tests unitaires de Microsoft. Et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui utilisent d'autres types de frameworks. Donc, j'aimerais que vous me disiez, vous, pourquoi vous ne l'utilisez pas, si c'est le cas. Parce que ça a été longtemps vraiment pas terrible comme framework de test. Comme outil aussi, l'intégration dans Visual Studio n'était pas terrible, quoi. Moi, il y a une chose dont je me sers beaucoup, c'est les Live Unit Tests. Alors, je ne sais pas si ça marche aussi avec d'autres frameworks. Alors, moi, j'utilise ça avec nCrunch. J'ai un post sur mon blog sur ça aussi, qui est un outil qui est vraiment sensationnel quand tu fais du test-driven development, parce que tu n'as même pas besoin de cliquer, de dire save ou quoi que ce soit. Tu vas taper ton code et dès qu'il se compile, il run tes tests derrière et il te montre le code coverage, il te montre si les tests sont verts. Donc, c'est un peu la même idée. Ce qui est un peu dommage avec celui dans Visual Studio et celui de ReSharper ou de Rider, c'est qu'effectivement, tu dois quand même sauver ta solution, un truc comme ça. Alors, ça paraît être un détail, mais tu as quand même une espèce de context switch. Tu passes dans un état mental différent. Et moi, ça a un impact sur moi. Quand tu vraiment fais du test, nCrunch, franchement, si tu veux tester un tool, fais ce genre de choses à tester. nCrunch, c'est bien si tu as des petits projets, parce que quand tu commences à faire des gros projets, il commence à être un peu énergivore aussi. Hein. Ouais, c'est pour ça que j'ai arrêté de l'utiliser. Moi, moi, j'ai eu le cas lundi. J'étais dehors au bord de ma piscine. Ça, c'est fait. Ça s'est fait, oui. Et tout d'un coup, je vois qu'au bout d'une heure et demie, je n'avais plus de batterie. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis, j'ai vu que j'avais oublié de désactiver les Live Unit Tests. Donc, c'est vrai que ça bouffe en énergie, quoi. En tout cas, tu peux utiliser les Live Unit Tests avec XUnit ou avec NUnit, ça ne pose pas de problème. Ça ne pose pas de problème, d'accord. Et alors, donc, tu as besoin de sauver aussi le fichier, non? Ouais. Comment tu les lances, le live? Tu dois faire sauver ou compiler? Non, au début, tu lances ta session. Alors, tu peux dire, je veux que mon Live Unit Test, ça se base uniquement sur telle librairie, pas sur la totalité de ton projet.
Et c'est à chaque fois que tu fais une modification et que tu sauvegardes ta modification que Tu dois que ça- sauvegarder? C'est sur le sauvegarde, quoi. Ouais, il me semble qu'il faut la sauvegarder. Hein. J'avais pas en mémoire qu'il fallait sauvegarder, mais je sais pas. C'est possible. Je suis en train de vérifier. Et pourquoi Xunit ou Munit Moi, personnellement, J'étais j'utilise Xunit par habitude parce qu'il y a pas mal d'outils supplémentaires. Par exemple, tout ce qui est théorie, qui sont vachement Ouais, c'est puissants. génial ça. Le fait que tu puisses écrire des tests avec des paramètres qui changent sans changer ton code. Et je trouve même que à la fin, c'est plus facile et plus maintenable d'avoir Mhm. tout Ça ça. m'a permis de factoriser des tests. Ouais, Tu parles de NUnit ou de XUnit là? Xunit. Les deux le font. Bah, hein. NUnit, tu peux faire aussi. Moi, j'utilise NUnit par habitude parce que c'est le premier. Et puis, ça, tu peux le faire aussi. Après, tu as aussi les décorateurs patterns, les décorateurs qui te permettent d'ajouter, de faire des initialisations qui n'étaient pas possibles dans MS Test avant. Ça, c'était assez sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre qui peut être intéressant? Et là, tu parles de Xunit ou de Xunit, ouais. NUnit? Moi, je suis plus dans Xunit. J'ai jamais Moi utilisé aussi, ouais. NUnit. Il y a aussi une notion de contexte. Je crois que chaque test Ouais. est dans sa propre instance. Tu es sûr que tu n'as pas de conflit. L'initialisation, tu n'as pas d'initialize parce que c'est le constructeur de ta classe. Tu n'as pas de tear down parce que c'est si tu la mets disposable pour l'avoir. Donc ça t'évite tu as moins d'attributs. Je trouve que c'est moins verbeux au niveau du test. D'accord. Et Avec si Xunit? C'est ça, Sur avec Xunit, tu dis ça? Ouais. Ah ouais. J'ai toujours utilisé MSUnit, j'ai jamais décrisé les autres. C'est une question d'habitude, je pense aussi, non? Tu as utilisé quoi, Denis? J'ai pas compris. Moi, j'utilise celui de Microsoft, MS. Pas MSUnit, MS Test. Au début, il avait quand même beaucoup de restrictions par rapport à NUnit et tout ça, quoi. Donc, il a fallu le temps qu'il soit au même niveau, qu'il y ait beaucoup plus de méthodes. Ouais. et les runners, les runners, vous utilisez celui dans Visual Studio? Moi, oui. Ouais. Ou j'utilise le .NET Watch test de temps en temps. Ok. Moi, je trouve que celui de Visual Studio, il marche bien. Et comme j'ai un Stream Deck, je me suis même mis un bouton qui fait l'exécution du dernier test en debug. Il y a ça? Il y a ça? Ah, Tu l'as fait regarde, toi-même, tout ça dans- l'extension? C'est juste un raccourci clavier, parce que normalement, c'est CTRL, puis tu sais plus quoi. Et... Pouf, un test unitaire quand il se lave, oui. Voilà. Ah, c'est génial, les gars. 6 boutons à 140 balles pour faire ça. Il n'y a pas il y en a plus ça. Mais effectivement, c'est cher. Pour ce que ça fait, c'est Ouais. cher. Enfin, pour ce que j'en fais, moi, c'est cher. N'oublie pas que pour le Blazor 2, on en aura besoin. Ouais. Voilà. C'est quand déjà? Non, c'est le 17 juillet. Voilà. Je suis en retard si c'est le 17 juin. Bien. Bon, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. On peut faire un spoil. Vas-y. Obligatoirement. On a reçu certaines personnes ont reçu les équipements de la tenue vestimentaire obligatoire pour le Blazor 2. Ah oui, Ouais, même pas reçu, moi. tu l'as Ouais, reçu, je- toi, Adrien? Mais pas encore Je l'ai pas reçu, encore commandé. je l'ai Mais commandé. je l'aurai avant Denis, certains. Ouais. Je sais pas, je sais pas où il est. Mais vous pouvez en commander si vous voulez, puisqu'on a fait le petit dessin. On a fait un off après le dernier podcast là, avec David Catu qui fait des petits dessins. Je sais pas si vous le suivez. Et donc, je sais pas si quelqu'un peut mettre le nom de son site. C'est quoi, David? Tacoche. Delta Coche, je sais plus. Ouais. Donc sur son site, on peut acheter le t-shirt, celui qui veut. Et on a des prix parce il est moins cher que d'habitude. Mais en fait, j'en ai commandé deux. Deltacoche.com. Et en fait, il coûte 19 €. Et comme c'est en dollars, ça varie. Donc le lendemain, il était beaucoup moins cher pour moi. Enfin, beaucoup moins cher de quelques centimes. Bref. C'est une tenue obligatoire, il faut vous la payer. Hein? C'est une tenue obligatoire, mais il faut la payer. Voilà, c'est ça, ouais. Ok. C'est On comme, a pas de L'abonnement est déjà sponsor, hein. gratuit. c'est comme pour Les la Vaps Super ne payent League, pas. ils veulent se faire encore plus de pognon. Et ils pas payent vrai. pour pas. Tu C'est payes pour bénévole. parler au Blazor 2. C'est ça. Et on n'a tiens, rien en plus. On ne touche même rien dans les t-shirts. Tu vois? Bien. Ah, bon, encore heureux, s'il fallait payer le designer, on est mort. Ouais, mais Par contre- il va nous insulter après quelques minutes. Par contre, Bon, on pourrait aller voir la liste des speakers commence à être à peu près terminée, pas encore l'agenda, mais et on va avoir une belle brochette de speakers, hein, moi je vous le dis. C'est- Bon, bah, tant mieux.
Bien, donc ce sera tout pour aujourd'hui. La semaine prochaine, je crois qu'il y a Damien qui va nous préparer quelque chose. Moi? Oui. Ah, c'est déjà Damien, donc on sait jamais. C'est déjà prêt, donc c'est déjà prêt, donc comme j'ai dit, c'est quand vous voulez. Voilà. Je lance et on y va. Moi, j'ai une demi-heure si tu veux. C'est quoi le sujet? C'est quoi le sujet Les performances en .NET, mais sous forme de quiz. Ah, bien. Voilà. Et du coup, comme ça permet de tout le monde participe et ça peut être cool. J'ai déjà fait ça avec des étudiants et c'est sympa. Va falloir On a fait ça dans notre team. Voilà, il faudrait qu'on prévoie, je sais pas, des buzzers là, pour voir comment ça marche. Mais Denis a un Stream Deck. Oui, il y a Stream Denis, Chacun derrière un bouton, Denis. N'oubliez pas vos masques. À chaque fois que vous appuierez dessus, ça lancera un test unitaire chez moi, c'est cool. Le dernier. Bon, sur ces bonnes paroles, merci et à la semaine prochaine. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao. En plus. Ciao.